Le 8 juin 1989, un ouvrier de voirie effectue sa tournée dans la banlieue tranquille de Richmond, près de Vancouver, au Canada. Soudain, derrière une maison abandonnée, il découvre le cadavre d'une femme. La scène est tout bonnement macabre. La victime est ligotée, pieds et mains liés dans le dos et un bas en nylon noir est serré autour de son cou. Cette femme s'appelait Cindy James, une infirmière âgée de 44 ans. Elle avait d'ailleurs disparu 2 semaines plus tôt, laissant derrière elle une histoire de 7 années de terreur. D'office, les autorités sont déconcertées. Pour cause, Cindy avait été droguée et étranglée, bref, tout porte à croire que c'est un homicide. Pourtant, contre toute attente, la police envisage l'hypothèse d'un suicide mis en scène. Mais comment est-ce qu'une victime peut s'infliger tout ça, elle seule ? La mystérieuse affaire de Cindy James ne fait que commencer et son mystère n'a fait que s'épaissir au fil du temps. Mais pour comprendre comment Cindy James en est arrivée là, il faut remonter 7 ans en arrière. En 1982, Cindy James mène une vie plutôt normale. Comme dit précédemment, c'est une infirmière consciencieuse de Vancouver, récemment séparée de son mari depuis quelques mois. Mais à l'automne, son quotidien bascule. Fin septembre 1982, Cindy confie à ses proches qu'elle a la nette impression qu'un rôdeur tourne autour de chez elle. Bientôt, les coups de téléphone anonymes commencent, plus précisément le 7 octobre 1982, où elle reçoit le premier d'une longue série d'appels obscènes et menaçants. Parfois, l'interlocuteur reste complètement silencieux, mais des fois, on peut entendre sa respiration à l'autre bout du fil. D'autres fois, c'est une voix inconnue qui chuchote des trucs horribles au téléphone. Le 12 octobre, à voix basse, on lui confie « Je t'aurai une nuit, Cindy ». Le lendemain, après avoir alerté la police, un nouvel appel la menace. « Tu crois que les flics te protégeront ? Attends un peu », suivi d'injures. Très vite, la peur s'installe. Quelqu'un observe Cindy et pire encore, veut sa peau. Cindy va d'office contacter la gendarmerie royale du Canada. Les agents vont lui conseiller plusieurs choses comme noter chaque appel et de faire changer son numéro en liste rouge, mais je pense que tu devines bien que ça n'a arrêté en rien les appels. On arrive mi-octobre 1982 et les menaces se multiplient. Un soir, Cindy entend même du bruit autour de sa maison et retrouve ses lumières extérieures brisées au petit matin. Peu après, une vitre de sa fenêtre va carrément être fracassée par une pierre et un inconnu s'introduira brièvement chez elle, sans rien voler, juste pour la terrifier. Quelques jours plus tard, elle découvre dans sa chambre qu'un de ses oreillers a été lacéré à coups de couteau. T'imagines la dinguerie ? Le message est clair. L'intrus peut entrer chez elle à sa guise et il veut clairement la terroriser. La police va enquêter et dans un premier temps, elle soupçonnera l'ex-mari de Cindy James, Roy Makepeace, d'être derrière tout ça. Mais Cindy a des avis plus que contradictoires sur lui. Aux autorités, elle dit ne pas le croire être capable de commettre de tels actes, mais à ses amis proches, elle confiera tout de même qu'il a été violent pendant leurs années de mariage. Roy, de son côté, nie toute implication. Entre-temps, en fin octobre 1982, McBride, qui a noué une relation amoureuse avec Cindy James, va proposer de s'installer chez elle pour la protéger et au-delà de ça, pour tenter de piéger son harceleur. Un soir, dis-toi que McBride va surprendre Roy Makepeace. Roy, son ex-mari, en train de rôder autour de la maison, prétextant avoir voulu attraper l'inconnu lui-même. Malgré toutes ces précautions, le cauchemar continue. Des notes menaçantes commencent à apparaître. En novembre de la même année, Cindy va faire une macabre découverte sur le capot de sa voiture. Une photo de cadavre accompagnée d'un message terrifiant. Joyeux Noël, peut-on lire, accompagné de l'image d'une femme égorgée, tachée d'encre rouge sang. La peur de Cindy se transforme rapidement en terreur permanente. En même temps, on peut la comprendre. Elle se sent traquée chez elle comme à l'extérieur. Et malgré la présence bienveillante de son nouveau copain McBride, personne ne parvient à attraper le mystérieux harceleur. Les forces de l'ordre commencent à s'interroger. Cindy nous raconte-t-elle toute la vérité ? Au moment où la police commence à douter, l'harcèlement redouble de violence. En effet, les mois passent et les attaques envers Cindy James gagnent en audace et en brutalité. Le 27 janvier 1983, la meilleure amie de Cindy, Agnès, lui rend visite en soirée. N'obtenant pas de réponse en frappant à la porte, Agnès décide naturellement de faire un tour autour de la maison. Elle découvre alors Cindy allongée, inconsciente, dans son jardin. Autour de son cou, un bas nylon noir
tellement serré que Cindy a du mal à respirer. Agnès la libère à temps. À son réveil, Cindy est en état de choc. Elle raconte qu'en sortant de son garage, quelqu'un l'a attrapée par derrière. Sachant qu'un deuxième assaillant l'attendait à l'intérieur du garage, les deux hommes l'auraient étranglée jusqu'à la faire évanouir. Conduite à l'hôpital, Cindy présente des marques de strangulation, mais aucune trace d'agression sexuelle malgré son récit effroyable. Et à partir de ce moment précis, la police commence à trouver l'histoire étrange. Elle propose à Cindy de consulter un psychiatre. Mais Cindy refuse net parce qu'elle n'a pas envie qu'on la prenne pour une folle. Elle va tout de même accepter à contre-cœur de consulter un médecin généraliste spécialisé en counseling. Après cette attaque, Cindy est encore plus terrifiée qu'elle ne l'était de base. Elle décide donc de déménager pour échapper à son bourreau. Le 1er février, elle quitte donc sa maison pour emménager dans un nouveau logement dans un autre quartier de Vancouver. Mais moins d'une semaine plus tard, son harceleur la retrouve. Une lettre arrive chez elle avec ce message glaçant. « Cours petit lapin, tu verras comme je suis bon tireur. Bientôt, bang bang, tu seras morte. » Cindy a beau changer d'adresse, les appels reprennent de plus belle. À bout, dis-toi qu'elle va déménager une autre fois, en avril, espérant enfin semer son persécuteur, mais rien n'y fait. À l'été 1983, Cindy tente malgré tout de retrouver une vie normale. En parallèle, son ex-mari multiplie les tentatives pour la reconquérir, mais elle en a un peu rien à faire. Le 22 août 1983, à son retour d'un voyage familial, Cindy va retrouver un nouveau mot lugubre au pas de sa porte. C'en est trop. Elle est désespérée, elle n'en peut plus, alors Cindy prend des mesures drastiques. Elle repeint sa voiture d'une autre couleur pour passer inaperçue sur la route et surtout, elle va engager un détective privé, Ozzy Cabane, pour l'aider à traquer ce harceleur insaisissable. En plus de ça, désormais sur elle, elle porte en permanence une bombe au poivre et une petite alarme sur laquelle elle peut appuyer quand elle se sent en insécurité. Cindy est certes déterminée à survivre, mais son calvaire est loin d'être terminé. Puisqu'en octobre 1983, l'horreur franchit un nouveau cap. En l'espace de seulement quelques semaines, Cindy découvrira les cadavres de 3 chats atrocement mutilés, étranglés puis ligotés avec des cordelettes. En parallèle, des collègues de Cindy à son travail rapportent que quelqu'un n'arrête pas de les appeler pour demander où est Cindy, puis reste silencieux. Le 30 janvier 1984, Ozzy Cabane, le détective privé, perçoit des bruits étranges via le talkie-walkie qu'il avait confié à Cindy. Inquiet, il fonce chez elle en pleine nuit. La maison est verrouillée, il doit briser une fenêtre pour rentrer. À l'intérieur, il découvre le corps de Cindy gisant au sol dans une mare de sang, un couteau planté dans la main. La lame a transpercé une note découpée dans des magazines, clouée sur sa paume où on peut lire « Maintenant, tu dois mourir, salope ». Cindy est vivante, mais inconsciente. Ozzy appelle aussitôt les secours. Après quelques minutes, Cindy va reprendre connaissance brièvement, avant d'être emmenée à l'hôpital, bien évidemment. On notera qu'elle a une piqûre sur le bras, comme si quelqu'un avait tenté de lui injecter une drogue. Pourtant, les analyses toxicologiques ne trouvent aucune trace de substance dans son organisme. Plus tard, Cindy racontera qu'avant de s'évanouir, elle a vu un homme entrer par la porte de son jardin, qui l'a frappé à la tête avec un objet lourd, puis qu'elle aurait senti une aiguille pénétrer dans son bras. La police lui fait passer un détecteur de mensonges qui s'avère peu concluant. Face à ces agressions répétées, les soupçons fluctuent. Cindy elle-même commence à penser et à admettre auprès des enquêteurs que son ex-mari, Roy Makepeace, pourrait se cacher derrière tout ça. Convoqué, son ex-mari Roy nie tous les faits encore une fois et avance même une théorie assez surprenante. Selon lui, la mafia aurait pris Cindy pour cible. Bien évidemment, personne va le prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, celui-là? Mais ça va ajouter un peu plus de paranoïa dans ce climat plus qu'anxiogène. En juin 1984, les incidents atteignent un paroxysme de violence. Le 18 juin, Cindy appelle en panique le détective privé, prétendant que quelqu'un s'est introduit chez elle. À son arrivée, Ozzy, le détective privé, découvre la chienne de Cindy, Heidi, cachée au sous-sol, les pattes attachées avec une corde similaire à celle qu'on avait trouvée sur les chats dont les cadavres avaient été laissés mutilés dans le jardin. La pauvre chienne a été maltraitée et tremble de peur. Pour Ozzy, le détective privé, c'est la preuve concrète que Cindy ne se cache pas derrière tout ça.
Pour cause, elle n'aurait jamais, au grand jamais, fait de mal à son chien. De plus, détail important, un mégot de cigarette va être trouvé à proximité de la scène. Sauf que Cindy ne fume pas de cigarette appartenant à cette marque. Quelques autres détails comme celui-ci laissent penser que quelqu'un d'autre était présent sur la scène. Pourtant, malgré tout, plusieurs policiers sont convaincus que Cindy se cache derrière cette mascarade. Les semaines suivantes, les appels continuent, je pense que tu commences à comprendre, et Cindy découvre même un 4e cadavre de chat laissé sur l'escalier de sa cave. Peu après, Cindy reçoit une nouvelle menace par téléphone. « T'es morte. Ça va être bon. » Une nuit de juillet, sa mère va venir lui rendre visite et proposer de dormir avec elle, histoire de la rassurer un peu. En pleine nuit, elles sont réveillées par les aboiements du chien Heidi. Cindy descend apeurée, vérifiant la porte d'entrée et les fenêtres. Quand soudain, la sonnette d'entrée retentit. Personne à la porte. Mais soudain, l'une des vitres du salon a volé en éclats. 2 semaines plus tard, le 23 juillet, Cindy est agressée en pleine rue. Elle sera retrouvée aux alentours de minuit par un voisin, au sol, encore avec un bas en nylon noir autour du cou. Cindy est emmenée à l'hôpital, on va encore découvrir des fameuses traces de piqûres sur son bras, comme si on lui avait injecté quelque chose. Et pendant que Cindy est soignée par le personnel, un standardiste de l'hôpital reçoit un étrange appel. Plus tard, en comparant cet extrait d'appel téléphonique avec la voix de Roy Makepeace, l'ex-mari de Cindy, cet employé dira qu'il y a de fortes chances que ce soit lui qui est appelé. Tu l'as compris, l'étau des soupçons se resserre autour de l'ex-mari, mais aucune preuve formelle ne vient l'incriminer. Malgré ces événements dignes d'un thriller, que dis-je, d'un film Netflix, l'enquête titille. Fin 1984, Cindy, qui est au bout du rouleau, va tenter une nouvelle méthode pour surmonter son traumatisme, l'hypnose thérapeutique. Lors de ces fameuses séances, sa mémoire libère des souvenirs troublants. Elle raconte avoir été témoin quelques années plus tôt d'un double meurtre, sans plus de précision. Elle ira même jusqu'à se rappeler que son ex-mari, Roy Makepeace, aurait tué un couple puis découpé leurs 2 corps à la hache lors de vacances en 1981. Alors, ces révélations sont tout bonnement choquantes, mais la police, après quelques recherches, ne trouve aucune trace de ce double meurtre dans les archives. Cet épisode, malheureusement, va jeter un doute supplémentaire sur l'état psychologique de Cindy et la crédibilité de ses témoignages. En juin 1985, à bout, Cindy fait une tentative de suicide en avalant une dose excessive de médicaments. Elle est donc hospitalisée de force en psychiatrie. À sa sortie, les policiers essaient de coopérer avec elle coûte que coûte et lui proposent donc un plan en béton. Ils enregistrent une conversation où Cindy accuse son ex-mari de ce fameux double meurtre et d'être bien évidemment la personne qui se cache derrière l'harcèlement. Au téléphone, Roy va juste la traiter de grosse folle et nier tout en bloc. Après cet appel plus que tendu, la police va placer la maison de Cindy sous surveillance 24 heures sur 24, mais aussi mettre en place une surveillance 24 heures sur 24 également au domicile de son ex-mari et de 2 autres suspects potentiels, et ce pendant près d'une semaine. Pendant cette période, comme par hasard, les agressions vont cesser. Pas un appel, pas une lettre, pas une visite suspecte. Tout va stopper net. Or, comme par magie, une fois la surveillance levée, les agressions reprennent d'aussitôt. Ce manège alimente la défiance de la police. Pour la majorité des agents de police, Cindy orchestre tout toute seule. Pour sa famille, bien au contraire, cela montre que quelqu'un court après Cindy et est au courant de ses moindres faits et gestes puisqu'il l'observe. Puis les menaces atteignent encore un niveau supérieur. La maison de Cindy prend feu. Les pompiers arrivent rapidement. Ils notent que la fenêtre de la salle de bain est entrouverte, mais étrangement, la poussière sur le rebord n'a pas été dérangée comme si personne n'était passé par là. À l'intérieur de la maison, on va retrouver des restes de journal carbonisé. Un enquêteur arrivera tout simplement à la conclusion que Cindy a déclenché elle-même l'incendie. Synonyme qu'elle a encore une fois tout mis en scène. À l'automne 1985, la police mandate un psychologue chargé d'étudier l'état mental de Cindy. Après de multiples entretiens et l'étude complète de son dossier, ce psychologue arrive à la conclusion suivante. Cindy souffrirait d'un trouble dissociatif de l'identité, autrement dit, une part d'elle orchestrerait peut-être les attaques à son insu. Ce diagnostic n'est certes pas confirmé par un autre professionnel, mais il sème tout de même le doute. Et si l'ennemi que Cindy fuyait depuis le début
se cachait dans son propre esprit. Début décembre 1985, Cindy emménage à nouveau dans une nouvelle maison, espérant un nouveau départ. Mais le harcèlement la rattrape une fois de plus. Très vite, une autre agression se produira. Cindy sera retrouvée souffrant d'hypothermie dans un fossé situé à plus de 6 km de chez elle. Cindy était habillée de vêtements masculins inhabituels, des bottes de travail et des gants d'homme. Sur son cou, toujours ce vieux bas nylon noir noué très serré, et son corps est couvert de coupures, de contusions, comme si elle avait été battue. Arrivée à l'hôpital, Cindy est incapable de raconter ce qui lui est arrivé. Elle n'a aucun souvenir des heures précédant son réveil dans le fossé. Cette énième agression manque de la tuer. Désespérée, la police ne la croit plus du tout. Ses amis proches, Agnès et Tom, vont proposer de l'héberger régulièrement, histoire de la protéger. Une nuit, alors que tout le monde est en train de dormir, Cindy déclare avoir entendu du bruit en bas de la maison. Tom descend et voit avec stupeur que le sous-sol est en feu. Agnès tente d'appeler d'office les pompiers, mais la ligne est coupée. Tom file en courant chez le voisin, histoire d'appeler à l'aide. En sortant, il aperçoit un homme posté devant la maison qui s'enfuit en courant dès qu'il l'aperçoit. L'incendie est certes maîtrisé, mais une fois de plus, la police se méfie de Cindy et suppose que c'est encore une fois elle-même qui a voulu foutre le feu à la baraque. Toutefois, Tom et Agnès sont formels. Les deux déclarent avoir vu un homme posté devant la maison prendre la fuite. Mais qui était cet homme ? Impossible de le dire, puisqu'il s'est comme volatilisé dans l'obscurité. Après ce nouvel épisode tout juste terrifiant, l'état mental et physique de Cindy se dégrade à vue d'œil. Elle refuse de manger, elle confie qu'elle n'a même plus envie de vivre. En mai 86, son médecin, craignant qu'elle saute la vie, l'a fait interner pendant quelques semaines pour une évaluation approfondie. Au bout de 10 semaines, elle sort. À son père, elle fera une confidence troublante. Elle dit avoir caché des informations tout ce temps et même savoir qui est l'agresseur. Mais elle refuse malgré tout de donner son nom. Pourquoi ? Par peur des représailles, par délire, le mystère reste entier. Alors, pendant les années qui suivent, les agressions vont perdurer. Après presque 7 ans et près de 90 accidents déclarés, la police n'a identifié aucun suspect, ni réuni aucune preuve concluante d'une tierce présence. L'enquête est l'une des plus longues et coûteuses de la région, mobilisant plus d'1 million de dollars de ressources, qui est juste énorme. Cindy confie à ses proches qu'elle a peur pour sa vie, mais qu'elle est déterminée à ne pas laisser son harceleur gagner. Malheureusement, le 25 mai 1989, le destin de Cindy James va basculer définitivement. Cette journée-là, Cindy termine le travail de façon ordinaire. Elle est contente, elle récupère son chèque de paye et discute avec une de ses collègues. Cindy confie même qu'il ne s'est rien passé d'étrange depuis maintenant 2 semaines, donc sortez le champomis, c'est génial. Comme si finalement le cauchemar s'arrêtait et qu'on la laissait enfin vivre. Ce soir-là, elle a une petite soirée de prévue avec ses amis Agnès et Tom, avec qui elle est censée passer la nuit pour qu'ils la protègent. Vers 19h, Cindy se rend au centre commercial. Des témoins la voient acheter quelques provisions et notamment déposer son chèque de paie dans un distributeur automatique. C'est la dernière fois que Cindy est vue en vie. À 22h, ne la voyant pas rentrer, Tom et Agnès commencent à se poser des questions. Ils décident alors de chercher dans les environs. Sur le parking du centre commercial, ils découvrent la voiture de Cindy abandonnée. À l'intérieur, ils découvrent toutes les courses non rangées et surtout, il y a du sang sur la porte côté conducteur. Sous la voiture gisent les cartes de crédit ainsi que les papiers d'identité de Cindy, comme s'ils avaient été jetés ou tout simplement étaient tombés de son portefeuille. Mais concernant Cindy, aucune trace d'elle. Bien évidemment, Agnès et Tom vont d'office appeler la police. Ils vont retourner les environs, mais rien trouvé. Les jours passent, Cindy demeure toujours introuvable. L'angoisse grandit. La police lance des recherches. Bientôt, un détail important sera rapporté aux enquêteurs. Le colocataire de Cindy, Richard, affirme avoir reçu dans son bureau un appel étrange quelques jours après la disparition de Cindy. À l'autre bout du fil, un homme, prétendant être le père de Cindy, s'est renseigné avec insistance sur la police d'assurance vie
de Cindy. La secrétaire de Richard, à l'autre bout du fil, lui a simplement conseillé de venir en personne histoire d'en parler directement, mais l'individu n'a jamais rappelé. Plus tard, quand la police appelle le vrai père de Cindy, celui-ci dira n'avoir jamais passé ce coup de fil. Mais qui donc cherchait à connaître les détails de l'assurance vie de Cindy pendant qu'elle était portée disparue? Le 8 juin 1989, la sinistre découverte a lieu. Dans un terrain vague, un agent d'entretien tombe sur le corps sans vie de Cindy James. La scène est d'autant plus étrange parce que Cindy se trouve en plein secteur résidentiel passant où normalement il y a beaucoup de circulation. Donc comment est-ce que son corps a pu rester inaperçu en l'espace de 2 semaines, sans que personne ne s'en rende compte? Les enquêteurs vont notamment découvrir une étrange inscription faite en tag « Some bitch died here ». Il y a une garce qui est morte ici. Mais comment Cindy est-elle morte? L'enquête va révéler des éléments aussi troublants qu'inattendus. Selon l'autopsie, la cause officielle de la mort est une overdose massive de médicaments. Les spécialistes vont même conclure que la dose était si massive que, quelle que soit la voie, il lui aurait été quasi impossible de se droguer à ce point, puis d'aller se ligoter elle-même les pieds et les mains. Malgré ces éléments plus que troublants, les premiers à réagir sont les enquêteurs, qui vont clairement laisser entendre aux médias que Cindy, encore une fois, a pu se suicider en simulant un crime. Après tout, selon eux, elle a tout inventé depuis le début. Son décès ne serait donc que le dernier acte de sa mise en scène. Bien évidemment, la famille de Cindy est juste outrés. Et selon eux, la police est en train de bâcler l'affaire en ne cherchant aucun meurtrier. Le détective privé de Cindy, Ozzy, ne croit pas du tout non plus à la thèse du suicide. Il se rend même à la morgue 2 jours après la découverte du corps sans vie de Cindy. Il observe un détail important: la lividité cadavérique. En d'autres termes, le dépôt du sang sous la peau après la mort est marqué sur le côté gauche du corps de Cindy. Or, quand on l'a trouvée, elle était couchée sur le côté droit. Ceci suggère possiblement que Cindy, à l'origine, était morte allongée sur le côté gauche, puis que son corps aurait été retourné et déplacée sur le terrain où on l'a découvert. Pour lui, cela conforte très clairement l'idée qu'elle a été tuée ailleurs et que le tueur a tout simplement déplacé son corps à l'endroit où on l'a retrouvée. Devant la polémique grandissante, les autorités décident d'organiser une vaste enquête publique l'année suivante pour mettre en lumière cette affaire qui est juste hors norme. Après de longues semaines d'enquête, de témoignages contradictoires et d'analyses, le jury rend son verdict le 25 mai 1990, soit 1 an jour pour jour après la disparition de Cindy. Il conclut qu'il est tout simplement impossible de déterminer la cause de sa mort. En clair, à ce jour, le mystère reste entier et le dossier est clos, sans mise en accusation. Selon toi, qu'est-il arrivé à Cindy? Donne-moi ton avis en commentaire.